Laisse béton! Connaissez-vous le premier mouvement familial de France ? Il s'appelle Famille rurale et il est né pendant la Deuxième Guerre mondiale. Noéline Leroy, l'invitée de cet épisode, dirige l'antenne Famille rurale en Eure-et-Loir. Dans cette conversation, elle nous dit tout sur ce mouvement né de l'engagement de familles pour d'autres familles. Si vous cherchez à être accompagné dans vos premiers pas dans le monde rural ou à donner de votre temps en vous engageant en tant que bénévole dans votre village, découvrez comment Famille rurale peut vous aider à vous ouvrir aux autres. Je suis Amélie Dague, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Noéline. Bonjour. Merci de me recevoir. Nous sommes dans les locaux de Famille rurale à Chartres, dans la section d'Eure-et-Loir de cette association. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est Famille rurale ? Alors, Famille rurale, c'est le premier mouvement familial de France, de par son nombre d'adhérents. On est présent sur l'ensemble du territoire national et d'outre-mer. Et l'objectif de Famille rurale, c'est de répondre aux besoins des familles vivant en milieu rural et d'animer les territoires ruraux. D'accord. À quel type de besoins répondez-vous en fait ? Tous les besoins que peut avoir une famille, de zéro jusqu'à la fin de vie en fait, pour tous les membres de la famille. L'idée, c'est d'apporter des services et des activités de proximité qu'on trouve en ville, mais qu'on trouve pas en milieu rural. Comme quoi, par exemple, quel type de service êtes-vous le plus à même de fournir ? On peut avoir du service à la personne, on peut avoir des accueils collectifs de mineurs, des lieux de parentalité, de l'aide aux aidants, et puis après tout ce qui peut être cours de gym, cours de couture, de zumba, enfin voilà, tout ce qui est activité de loisirs et culturel. Quand est née l'association ? C'est un vieux mouvement, je crois, non ? Oui. Alors, Famille rurale est née en 1943, pendant la guerre. Il est né sur des bases de solidarité. En fait, l'objectif, c'était de se prêter les machines à laver puisque on pouvait plus aller laver son linge. Voilà, donc il y avait une petite partie du village qui achetait une machine à laver et on la faisait circuler de maison en maison. Voilà, et puis avec charrette en charrette, ouais, tout à fait. Et puis les pommes de terre aussi, c'est-à-dire qu'on allait glaner les pommes de terre et puis on distribuait les pommes de terre aux familles qui pouvaient pas manger. Donc c'est une valeur de solidarité vraiment et de oui, complètement qui a dû rester ancrée, j'imagine, dans l'ADN de l'association. C'est notre valeur première, voilà, la solidarité, l'entraide, l'épanouissement personnel. D'accord. Ça fait partie de l'ADN Famille rurale. Alors comment s'adresse-t-on à vous ? Comment ça marche en fait ? Alors nous sur l'Eure-et-Loir par exemple, on est présent sur une 40aine d'associations locales. Ouais. Voilà, et donc sur les petites communes, on est en association, donc ce sont des bénévoles qui mettent en place différentes activités. Donc il suffit de taper à la porte du bénévole, voilà, pour venir participer aux différentes activités. Et toutes ces antennes portent l'enseigne Famille rurale, on vous reconnaît comme ça. Oui, tout à fait. Okay. Oui, c'est Association Famille rurale 2 et après avec le nom souvent de la commune derrière. Il y a une antenne Famille rurale dans tous les départements ruraux de France, vous savez ça ? Aujourd'hui, oui, quasiment. Oui, on couvre, je dirais 95% des départements. Et puis après, voilà, on est plus ou moins développé en fonction des départements. C'est historique en fait. En Eure-et-Loir, on est assez bien développé. Effectivement, Famille rurale a été créée en partie du côté de Loigny-la-Bataille en 1943. Donc, c'est vrai que sur tout ce qui est secteur de la Beauce, on est assez présent. Vous êtes à ce poste, vous, depuis quelques années, je crois. Oui. Oui. Est-ce que vous avez vu une évolution dans les besoins, ou en tout cas dans les demandes qui sont apportées à l'association ? Ah oui, complètement. Alors, il y a un besoin principal qui reste et qui demeure, c'est ce besoin de lien social, le besoin de se rencontrer, le besoin de voir son voisin, d'échanger. Après, effectivement, les familles ont beaucoup évolué, le bénévolat a aussi beaucoup évolué. Aujourd'hui, on s'engage toujours autant, mais on s'engage moins dans la durée. Ah oui.
Voilà, donc ça tourne aussi beaucoup. Et puis les besoins des nouvelles familles. Enfin, aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de besoins sur le numérique qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Voilà, c'était pas d'actualité. Et sur ce sujet particulier, vous apportez quoi comme soutien? Alors, on accompagne la population à avoir les bases en fait sur le numérique, c'est-à-dire qu'on fait de la formation. D'accord. Pour vraiment donner les bases de l'outil numérique, comment s'en servir, comment allumer un ordinateur, comment créer une boîte mail, voilà, pour ceux qui partent de très loin. Et puis après, on fait aussi tout ce qui est prévention plutôt pour les familles au niveau des écrans, etc. Les fake news, voilà, on fait vraiment de l'éducation au numérique. Toutes les interventions que vous proposez sont dispensées par des bénévoles? Oui. Alors, à la base, ce sont les familles qui s'engagent pour d'autres familles. D'accord. C'est ça, Famille Rurale. Donc, les associations, elles sont montées comme ça. Après, effectivement, sur le territoire d'Eure-et-Loir, on a un peu plus de 60 salariés qui œuvrent sur tout un tas d'activités. Donc, on parlait des cours de gym, des cours de couture. On a aussi des animateurs de centres de loisirs. On a des psychologues, on a des travailleurs sociaux, voilà, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les aidants et les jeunes aidants. D'accord. Donc voilà, on a tout un tas de métiers à Famille Rurale. Est-ce que dans votre activité, vous voyez une arrivée de citadins dans ce département qu'est l'Eure-et-Loir depuis quelque temps? Oui, et c'est pas lié au Covid depuis 2 ans. Hein. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années déjà qu'on a beaucoup de citadins et beaucoup de gens de la région parisienne en fait qui viennent s'installer sur l'Eure-et-Loir. Alors avec un peu la difficulté d'intégration sur certains territoires, parce que c'est des gens qui continuent souvent de travailler sur Paris et donc qui sont très peu disponibles, puisque le transport faisant, effectivement, c'est un peu compliqué de les capter, voilà. Mais voilà, après c'est vrai que c'est toute une question aussi de travailler l'intégration de ces populations sur nos territoires. Alors quand ils ont des enfants, ça se passe plutôt simplement parce que le lien se crée aussi plus facilement, mais on essaye effectivement de toujours proposer tout un tas d'activités, quoi. Alors qu'est-ce qui marche justement pour animer cette population-là? Toutes les animations de territoire qu'on peut faire, c'est-à-dire les brocantes, voilà, les journées festives, les randonnées, les rallyes, voilà, on fait vraiment les repas, voilà, on fait vraiment beaucoup de choses dans la convivialité, quoi. Voilà, pour essayer que les gens se rencontrent en fait, tout simplement. Voilà, on fait aussi les accueils des nouveaux arrivants sur les communes, les fêtes des mères, voilà, pour les mamans qui viennent d'être mamans. Donc on les invite et puis on leur fait un petit cadeau. Est-ce que vous auriez un souvenir à me raconter, je sais pas, une anecdote même, ou un moment particulier où vous vous êtes dit, non mais c'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là? Oui, c'était il y a pas longtemps. On a ouvert un nouveau projet sur les jeunes aidants. Voilà, parce que ça fait quelques années qu'on travaille sur les aidants familiaux, avec toute la difficulté du milieu rural, de l'isolement qui s'installe face à ces aidants, à la mobilité, voilà, au manque de mobilité, donc des gens qui sont vraiment très isolés pour le coup. Déjà, quand la maladie s'installe, ça isole, mais voilà, en milieu rural, c'est encore plus flagrant. Et puis la peur du regard des autres. Et puis voilà, on a travaillé sur les aidants et sur les jeunes aidants. Alors un jeune aidant, c'est un jeune qui est mineur en fait et qui aide un parent malade au quotidien. Wow. Et voilà, et on a fait un séjour. Et puis de ce séjour, on en a fait un film. Et c'est vrai qu'au vu des témoignages, j'ai trouvé ça, c'était magique. Enfin, je me suis sentie utile, voilà. Voilà, au vu des mots, du répit qu'on a pu leur apporter, de prendre conscience de leur situation, et puis aussi de leur apporter une aide, psychologique derrière, un vrai accompagnement pour les sortir de cette situation. Je me suis dit que pour la première fois en 15 ans, je me suis sentie utile. Voilà, même si tous les jours on est utile, mais voilà, c'était assez fort. Assez fort. Et puis voilà, après c'est toujours la même satisfaction de travailler avec les bénévoles, de les voir évoluer aussi, parce que
Parce que quand on est on a une activité professionnelle, on a une activité familiale, mais dans le bénévolat, on va chercher autre chose, on va développer d'autres compétences qu'on n'a pas, ou qu'on fait pas au quotidien, et on voit les gens s'épanouir, la prise de parole en public, des gens timides qui finalement se révèlent, Et que vous accompagnez là-dedans aussi. Oui, qu'on accompagne, qu'on forme, en qui, j'espère, on leur donne confiance, en leur disant qu'ils sont capables aussi d'être président, d'être trésorier. Il y a aussi toute cette notion de responsabilité qui fait peur parfois. Et et on essaie de les accompagner et de les tirer vers le haut. Aujourd'hui, clairement, dans le milieu rural, s'il y a pas les bénévoles, il y a pas grand-chose puisque les mairies elles ont les moyens qu'elles ont, mais elles peuvent pas tout faire, que ce soit financier ou humain ou même en termes d'infrastructure. Donc il est clair qu'aujourd'hui une commune qui a pas d'association, c'est une commune qui vit pas quoi. Clairement il se passe pas grand-chose. C'est clair. Donc aujourd'hui, c'est clair que pour même attirer des nouvelles populations, les mairies ont tout intérêt à chouchouter leur tissu associatif pour qu'il se passe des choses, clairement. Ce podcast s'adresse aux citadins qui rêvent ou ont le projet peut-être avancé ou pas du tout de s'installer en milieu rural, peut-être en Eure-et-Loir. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces gens-là, de votre expérience, de votre regard professionnel à Famille Rurale? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des conseils, des mises en garde, des invitations à leur proposer? Des conseils, non, je leur dirais qu'ils aient pas peur d'aller vers les autres, et que les ruraux sont vraiment prêts à les accueillir, ils attendent que ça. On regrette des fois dans les associations justement de pas voir assez les nouveaux. C'est vrai. Oui. Donc qu'ils hésitent pas à aller vers les associations, quelles qu'elles soient famille rurale ou autre, puisque dans les villages il y a plein d'autres associations, mais pas hésiter pour y trouver un peu de faire des rencontres tout simplement. Se rencontrer. Donc vous parlez de l'accueil des nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a d'autres services que vous proposez justement aux citadins qui, avant même qu'ils aient quitté la ville, est-ce que ça fait partie de vos prérogatives ou pas? Alors non, mais après, on n'a pas quand on vient vers nous, on va s'adapter aux besoins. Donc s'il y a un besoin d'accompagnement sur des démarches, quelles qu'elles soient, administratives ou autres, on peut être là aussi en accompagnement. Et puis s'il y a vraiment un besoin et un service qui est pas couvert, on peut réfléchir ensemble à comment on va le créer. C'est tout ça, Famille Rurale. En fait, on est né comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les familles se sont regroupées en disant il manque ça, et du coup on va le faire. Et donc on continue depuis bientôt 80 ans, à faire ça, c'est-à-dire à répondre à un besoin qui est pas couvert. Et dans tous les besoins que vous couvrez, est-ce que un jour il y a eu une demande vraiment saugrenue, ou est-ce qu'il y a des choses vraiment particulières qui ont émergé? Saugrenue, je sais pas. On fait tellement de choses parce que on s'adapte vraiment aux besoins de la famille et du territoire. Donc ce qui est clair, c'est que il y a pas deux associations famille rurale pareilles en France. Clairement, elles sont vraiment toutes différentes. Mais on peut tout faire. Vraiment, on peut tout faire. À partir du moment où on respecte ces valeurs d'entraide, de solidarité et d'engagement, on peut tout faire. Et quelles sont les spécificités de Famille Rurale en Eure-et-Loir par rapport à vos collègues d'autres départements ruraux? Alors nous, la spécificité, c'est qu'on a vraiment un axe santé, action sociale. On travaille beaucoup sur la prévention santé, le maintien à domicile avec le bien vieillir. On travaille beaucoup sur cette population senior, d'aide aux aidants. D'accord. Ça c'est vraiment notre spécificité. Et puis après, on a aussi tous les axes parentalité classiques. Et puis le gros, nous, c'est le réseau associatif. C'est-à-dire que notre mission première à la fédération, c'est vraiment d'accompagner et de développer le réseau associatif pour qu'il puisse répondre au mieux aux besoins des familles. Et sur la mobilité en général, qui est un sujet aussi pour les personnes dépendantes et dépendantes juste parce qu'elles n'ont pas de véhicule, je pense aux jeunes. Qu'est-ce que vous arrivez à faire là-dessus? Alors là, nous, on est en train de réfléchir à un réseau de transport solidaire.
qui se fait déjà un peu, mais de façon pas très organisée, sur la base du volontariat des bénévoles. L'idée, ce serait de le mettre un petit peu en ordre, pour répondre à la demande. Je sais que par exemple la fédération d'Indre-et-Loire le fait, un réseau de transport solidaire. D'accord. Donc qui répond à la demande d'une personne. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire. Sur un territoire, on a tant de bénévoles qui peuvent accompagner. Okay. Et donc l'idée, c'est qu'on met en relation l'usager et le bénévole, avec une petite rémunération du bénévole par rapport aux frais kilométriques. Ouais, surtout en ce moment. Mais voilà, et puis après, tout l'enjeu aussi par rapport au bénévolat, c'est que la différence entre un transport à la demande et un réseau de mobilité solidaire, c'est que le bénévole, il va aller accompagner jusqu'à la salle d'attente, quoi. Il va pas laisser la personne un taxi, devant les 3-4 marches qu'elle doit encore monter. Voilà. Bien sûr. C'est tout l'intérêt. Mais oui, c'est des vrais enjeux. Après, il faut des moyens. Humains et financiers. Mais oui. Et encore plus en ruralité, c'est clair. Vous qui connaissez bien le sujet de la ruralité, qui voyez des besoins hyper concrets de famille au quotidien, comment définiriez-vous les défis de la vie en ruralité ? Qu'est-ce qu'il faut savoir en fait ? Le défi, c'est effectivement la mobilité. C'est un vrai enjeu. C'est-à-dire que pour aller travailler, pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, il est clair que en milieu rural aujourd'hui, il faut une voiture. Et au prix de l'essence, et du coup, ça peut vite devenir un frein. Clairement, et du coup ça peut aussi isoler, parce que quand vous pouvez pas prendre forcément votre voiture, vous êtes vite reclus sur vous-même et puis vous sortez pas. Donc c'est vrai qu'il faut quand même ce manque de service de proximité, il faut l'avoir en tête. Voilà. On n'est pas dans des grandes villes où quand on a envie de faire ses courses à 19h, on peut sortir faire ses courses. Même les services que vous avez en proximité de crèche ou autre, et ça ferme à 18h30. Effectivement, quand votre train il arrive à 19h, il y a un petit problème. Donc il y a des services, on met tout en place, mais effectivement, c'est pas la vie parisienne, quoi. Clairement, on l'a vu, nous, et on a aussi beaucoup de gens qui étaient venus s'installer et qui sont repartis parce qu'ils y trouvaient pas leur compte, parce qu'ils avaient besoin de plus et que on peut pas offrir plus. Clairement, aujourd'hui, ça demande des moyens, ça demande des infrastructures qu'il est pas possible d'avoir en milieu rural, quoi. Mais après, ça dépend ce qu'on vient... Ça dépend ce qu'on vient chercher. C'est vrai que c'est un projet qui doit être réfléchi. Il faut être conscient du fait que même, on change de maison, mais on change de vie aussi. On change de vie. Ouais, complètement. Mais on sait ce qu'on perd, mais on gagne bien d'autres choses, quoi. Ah oui, là, complètement. Après, la qualité de vie, c'est la nature, l'espace, même les gens. C'est vrai qu'on essaie de connaître son voisin. Si on est un petit peu ouvert, on va vite créer du lien, faire des rencontres. Il faut, c'est ça aussi, venir s'installer en milieu rural, c'est aussi s'ouvrir aux autres, quoi. Et je pense que c'est important de l'avoir en tête. On peut pas, rester reclus chez soi. Il faut aussi s'ouvrir concrètement. Donc si on est une famille ou on est un couple ou peu importe, même un individu, et qu'on a une idée d'animation, qu'elle soit ponctuelle ou récurrente d'ailleurs, on peut venir vous voir et vous demander quoi ? Un peu tout, oui. Si on a une idée, on vient nous voir et puis nous on va vous aider un peu à structurer, on va vous orienter vers la personne ou vers le partenaire qui peut vous aider, vers l'association locale avec qui vous allez pouvoir travailler, vous aider à structurer votre projet, à trouver des financements. On va vraiment vous accompagner pour que vous arriviez à réaliser votre projet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à vous, Noéline, et puis à Famille Rurale en général? On peut nous souhaiter de vivre encore 80 ans. Voilà. Je pense que de toute façon, il y aura toujours des besoins au niveau des familles. Donc on peut nous souhaiter que le meilleur, de développer des nouveaux projets, de continuer à avoir une belle ruralité avec des ruraux qui ont envie de faire des choses. Le meilleur, quoi.
Merci Noéline. Merci à vous. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.